Bonjour à tous et bienvenue à cette session dédiée à l'insuffisance cardiaque et aux nouveautés. Le programme est chargé, donc on va demander aux orateurs de bien tenir le timing. On fera peut-être quelques questions et rapidement, les autres questions seront posées à la fin. Donc un petit changement dans le programme. On va commencer par les nouveautés du traitement électrique dans l'insuffisance cardiaque et j'ai le plaisir d'accueillir Dr El Bouazaoui Rim du CHU de Limoges qui va nous traiter la question. Rim, c'est à toi. Bonjour à tous. Donc effectivement, moi je suis le docteur Rim El Bouazaoui, je suis rythmologue au CHU de Limoges et je remercie tout d'abord l'organisation du congrès de me donner l'opportunité de vous parler aujourd'hui des nouveaux traitements de l'insuffisance cardiaque électrique et notamment de la stimulation du système de conduction. Donc on le sait, nos patients insuffisants cardiaques avec fraction d'éjection altérée et bloc de branche gauche ont un pronostic plus sombre que les autres patients insuffisants cardiaques. Pour l'illustrer, cette étude sur 659 patients analysés rétrospectivement qui présentaient une dysfonction ventriculaire gauche et qui ont été analysés selon 3 groupes. Bloc de branche gauche, QRS fin, QRS large, non bloc gauche. Et vous voyez que les patients avec bloc de branche gauche, au bout de 3 mois de traitement médical optimal, ont moins de récupération en termes de fraction d'éjection que les patients avec QRS large, non bloc gauche, et que les patients avec QRS fin. On observe le même type de données sur des paramètres cliniques, puisque les patients avec bloc de branche gauche ont une mortalité toute cause plus importante par rapport aux patients à QRS large, non bloc gauche, et les patients à QRS fin, et un taux d'hospitalisation pour insuffisance cardiaque plus important. Alors heureusement, on dispose d'un traitement électrique très efficace, la resynchronisation, et de longue date, qui a largement fait ses preuves sur des critères très forts, et notamment sur la mortalité toute cause, et dont le principe est de stimuler le premier site qui s'active en cas de bloc de branche gauche, c'est-à-dire classiquement le septum du ventricule droit, et puis le dernier site qui s'active en cas de bloc de branche gauche, c'est-à-dire la paroi latérobasale du ventricule gauche, à travers une veine du sinus coronaire, classiquement une veine latérale. Alors cette technique est extrêmement efficace malgré tout, et ce chiffre est assez constant. On observe environ 35%, 30 à 40% de non-répondeurs, et c'est assez constant selon les études, et je me suis attachée à prendre une étude assez récente, parce que même en 2021, malgré toutes les améliorations des diagnostics, des algorithmes de correction du délai AV, de correction du délai VV, la stimulation multipoint, on a toujours ce chiffre de 30 à 40% de non-répondeurs. Et c'est un chiffre qui est important parce que ça veut dire qu'on implante un patient sur 3 pour un bénéfice qui est très modeste. Ça, c'est une étude qui montre quelque chose qui est assez constant chez les non-répondeurs, c'est que les patients qui répondent bien sont globalement les patients qui affinent leur QRS, et les patients qui répondent moins bien sont globalement les patients qui n'affinent pas leur QRS, et ça, c'est assez stable dans les études. Autre écueil de la stimulation biventriculaire conventionnelle, c'est le caractère arythmogène. Alors c'est plutôt théorique, c'est moins important que le problème des non-répondeurs puisqu'on l'observe assez peu en pratique clinique, mais la stimulation épicardique n'est pas physiologique et on observe que ça crée une dispersion de la durée du potentiel d'action entre les couches épicardiques et les couches endocardiques et ça a un potentiel arythmogène. Alors depuis quelques années, on s'intéresse de plus en plus aux techniques de stimulation du système de conduction, qui repose en réalité sur un concept qui est assez ancien, qui est la dissociation longitudinale du his. En fait, le his n'est pas une structure homogène qui se divise en 2 branches, puis en 2 demi-branches pour la branche gauche, mais c'est une structure qui est composée de fibres qui vont être prédéterminées très tôt pour donner la branche droite, la branche gauche, j'ai plus d'image, la branche droite et la branche gauche, et bien souvent, les blocs de branche gauche sont très proximaux, si bien que quand on stimule la distalité du his, on arrive à corriger le trouble de conduction. Et donc, dès 1977, on savait qu'en stimulant le his en aval du trouble de conduction, on arrivait à corriger un bloc de branche gauche. Ça, c'est simplement une coupe en microscope électronique. Vous voyez que le his, en fait, c'est des fibres séparées par des septa de collagène, et qu'en fait, chaque fibre est déjà prédestinée à donner branche droite, branche gauche. Alors, combien de patients ça concerne? Ça, c'est une étude intéressante qui a exploré tous les blocs de branche gauche. Et donc, ils se sont rendus compte qu'environ 65% des patients avec bloc de branche gauche ont en réalité des troubles de conduction qui sont proximaux, soit intra-hissiens, soit dans la partie proximale de la branche gauche. Et dans une majorité de cas, on peut les corriger en stimulant le système de conduction.
Alors, je passe rapidement sur les aspects techniques. Les constructeurs ont développé tout un tas de matériel pour permettre de stimuler le système de conduction. Donc, on peut stimuler soit le hisse, technique très efficace mais assez challenging parce que le hisse, c'est une zone très limitée, soit la branche gauche, qui, vous voyez, est beaucoup plus large en termes de disposition sur le ventricule. Donc le tronc de la branche gauche, l'hémibranche antérieure, l'hémibranche postérieure. Alors comment on fait? On se positionne sur le septum du ventricule droit en regard de cette structure et on va progressivement visser à travers la paroi du septum du ventricule gauche jusqu'à venir avec la vis affleurer la branche gauche dans la zone sous-endocardique du septum du ventricule gauche. Alors comment on réalise le mapping? Une fois qu'on est positionné sur le septum en regard de la branche gauche, on doit stimuler en unipolaire avec la distalité de la sonde. Et vous voyez qu'en V1, on a ce crochetage, ce notching en V1. Ça veut dire qu'on est bien positionné, qu'on est du côté du ventricule droit, mais en regard de la zone soit de l'hémibranche antérieure, soit de l'hémibranche postérieure gauche, soit du tronc de la branche gauche. On va progressivement visser dans le septum, et vous allez voir que ce crochetage de V1 va devenir plus tardif, progressivement, jusqu'à disparaître. Et une fois que vous serez bien positionné en regard de la branche gauche, vous avez l'apparition d'une onde d'air en V1, qui correspond en fait au retard droit, vous êtes passé de l'autre côté, et un affinement brutal des QRS par rapport au site de vissage d'avant. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est injecter de l'iode là, avec votre gaine. Une fois que vous avez vissé, vous voyez que vous injectez contre la paroi du septum du ventricule droit et que la sonde a bien progressé d'un centimètre environ, ce qui correspond à l'épaisseur du septum en général. Je suis désolée, il y a un reveal sur cette qu'on a extrait bien sûr après. Critère électrique très important, quand on est positionné et qu'on stimule, on doit avoir un LVAT, LV Activation Time, donc temps d'activation du ventricule gauche, qui doit être inférieur à 85 millisecondes. On le mesure entre le début du spike et la pointe de l'onde d'air en V6. Donc ici, c'était 70 millisecondes. Alors, est-ce qu'on dispose d'études qui comparent la stimulation hissienne, la stimulation de branche gauche et la stimulation biventriculaire conventionnelle? Alors, des grandes études randomisées de large échelle bien conduites, non, pas réellement. En revanche, on a des études comparatives non randomisées de faible effectif qui nous donnent des éléments de réponse. Donc là, je vous en présente une où ils ont comparé la stimulation hissienne, la stimulation de branche gauche et la stimulation biventriculaire conventionnelle. Et ils se rendent compte qu'ils ont une différence de classe NYHA à 1 an de l'implantation, qui est largement en faveur de la stimulation du système de conduction, donc hissienne ou branche gauche. Et ils ont des différences sur les critères échocardiographiques et sur les critères biologiques qui sont non significatives, mais qui ont une tendance à être en faveur de la stimulation du système de conduction. Pour ce qui est des paramètres électriques, on observe qu'en cas de stimulation hissienne, on a un seuil à l'implantation qui est plus élevé par rapport à la stimulation de branche gauche et à la stimulation biventriculaire, et qui a tendance à s'élever avec le temps, et c'est ce qu'on observe également en pratique clinique. En revanche, pour la stimulation de branche gauche, vous voyez que le seuil est tout à fait correct et a tendance à rester stable dans le temps. C'est pour ça qu'actuellement, beaucoup de gens se détournent de la stimulation hissienne, bien que très efficace, pour préférer la stimulation de branche gauche. C'est un bon compromis entre une efficacité en termes de resynchronisation et une stabilité des paramètres, pour ne pas avoir à faire de remplacement de boîtier trop fréquent. En plus, la stimulation de branche gauche a une faisabilité tout à fait satisfaisante, 93% dans les équipes entraînées, avec des temps de scopie et des temps de procédure tout à fait corrects pour des procédures de resynchronisation. Autre étude qui va un petit peu dans le même sens, alors cette fois-ci sur un faible effectif, hein, j'insiste sur ça, on ne peut pas tirer de conclusion générale, mais sur un faible effectif, ils ont comparé des patients avec stimulation biventriculaire conventionnelle et stimulation de bloc de branche gauche, pardon. Et on observe deux choses. D'abord, sur la classe NYHA, on a une amélioration de la classe NYHA qui est plus importante dans le groupe stimulation de branche gauche par rapport au groupe stimulation biventriculaire conventionnelle. Et puis, on a une diminution de la largeur des QRS qui est bien plus significative, comme on le voit sur l'exemple, entre stimulation de branche gauche, puisque ça emprunte le réseau de His-Purkinje, et stimulation biventriculaire conventionnelle.
Alors en effet, dans toutes les petites études non randomisées qui se sont attachées à regarder la question, on a en moyenne une diminution du QRS en cas de stimulation biventriculaire qui est de l'ordre de 20 à 30 millisecondes. On arrive rarement à faire mieux. Alors qu'en stimulation de branche gauche, on a des diminutions de QRS de l'ordre de 50 à 60 millisecondes, et ce qui explique probablement l'amélioration plus importante des fractions d'éjection et de la classe NYHA. Donc on n'a pas d'études randomisées, on l'attend, mais on a quelques éléments pour dire que probablement la stimulation du système de conduction d'une manière très large sera à l'avenir une technique de référence. Je vous remercie. Très bien. Est-ce qu'on a une question peut-être pour cette présentation? Est-ce que ça peut créer, en fait, quand on insiste trop, carrément un bloc complet? Le fait de stimuler le bloc gauche, où on est certain qu'à chaque fois, ça va entraîner un affinement de la conduction? Alors, c'est une bonne question. En cas de bloc de branche gauche, donc c'était le papier de... Je ne peux pas revenir en arrière sur mes diapos, non. Alors, donc, dans une majorité de cas, dans 65% des cas, on a un bloc assez proximal et donc on arrive à corriger. Dans 35% des cas, le bloc est plus distal et donc on a un échec d'affinement de QRS. À ce moment-là, il faut partir sur la stimulation biventriculaire conventionnelle. D'accord. Très bien. Rim, est-ce que tu as des complications? En termes de complications, c'est les mêmes que les complications de la stimulation classique. Il peut y avoir des perforations. Ça arrive. C'est absolument pas grave puisque c'est une perforation du septum. C'est sans conséquence. Il faut simplement retirer la sonde et revisser à un autre endroit. Ce qui est décrit, mais c'est tout à fait exceptionnel, c'est il y a eu un hématome sur une perforation d'une septale de l'IVA qui a créé un hématome. C'est des choses assez exceptionnelles. Globalement, il y a très peu de complications associées à ce type de technique. Bon, moi, je trouve que c'est une technique qu'on ne connaît pas très bien, mais c'est sûrement très intéressant, c'est très innovant en tout cas. Et comme c'est le sujet, c'est quand même les innovations en cardiologie, on va passer donc maintenant la parole à Natalia, qui va nous faire une présentation, justement. On va passer sur la deuxième présentation, sur quels sont finalement les nouveaux médicaments qui vont émerger pour améliorer le traitement médical de l'insuffisance cardiaque chronique. Voilà, merci beaucoup, merci pour l'invitation. Je suis ravie d'être avec vous après la longue pause liée au Covid. Comment je peux débrancher ça? Tu l'as ouvert, ça? Elle n'est pas ouverte. Voilà, donc j'ai un petit challenge de 10 minutes, vous parler de tout ce qui est innovant dans les recommandations et les traitements d'insuffisance cardiaque. On va plonger... Attends, c'est quel bouton? C'est en bas? C'était quoi? C'était dans ce sens-là? Dans ce sens-là. OK. Donc, on va plonger un petit peu dans l'histoire, juste pour vous montrer que les traitements d'insuffisance cardiaque, c'est quelque chose de récent. On peut fêter 30 ans de vrais traitements d'insuffisance cardiaque, avec l'apparition des premières études en fin des années 80, avec découverte des pathophysiologies d'insuffisance cardiaque, et puis on voit les études qui se multiplient, les molécules qui apparaissent. On commence aussi à s'intéresser de traiter les comorbidités, qui sont un impact important sur mortalité dans l'insuffisance cardiaque. Toutes ces études, elles ont eu un impact sur les recommandations d'insuffisance cardiaque. Donc, je vous fais un petit rappel des recommandations 2008, où on est parti sur diurétiques et ZEC, puis on rajoute les bêta-bloquants, et puis on attend que les patients soient symptomatiques, ce qui est complètement faux, parce qu'une fois la maladie est diagnostiquée, on a déjà un retard. Si on attend que les patients deviennent symptomatiques, on prend beaucoup trop de retard. En 2016, donc, il y avait des nouvelles classes de molécules, des groupes qui apparaissent. Donc Arni, sacubitril/valsartan et evabradine, mais qui est arrivé dans 3e, 4e ligne de traitement, toujours en attendant que les patients soient symptomatiques et qu'il ait la fraction d'éjection inférieure à 35%. On ne parle pas dans ce tableau qui résume les recommandations des comorbidités, on ne parle pas des qualités de vie, on ne parle pas des réadaptations. Ces recommandations, donc tous ces traitements, elles résultent en optimisation insuffisante des patients à l'insuffisance cardiaque, que ce soit aux États-Unis, à l'Europe. Donc ça concerne un tiers des patients n'est pas traités, sans vraie contre-indication, et même les patients qui sont traités, la moitié n'a pas de dose optimale. Et également, je vous ai mis un petit slide, un petit diapo concernant la correction des carences martiales. Donc il y a une petite partie des patients qui sont détectés pour carence martiale. Parmi les patients qui sont détectés, il y a très peu de patients qui sont traités. Donc, je
La lentille, hop, voilà. Donc tout ça, ça donne lieu à la réflexion et la création, donc les recommandations d'insuffisance cardiaque qui est sortie cette année, qui est un grand scoop, parce que pour la première fois, on ne parle pas de symptômes, on parle des patients avec l'insuffisance cardiaque fraction d'éjection réduite, et on parle des traitements qui réduisent la mortalité. On parle des 4 molécules qui doivent être présentes sur chaque ordonnance des patients d'insuffisance cardiaque. Donc, que ce soit IC, ARNI, puis bêta-bloquant, puis anti-ALDO, et un nouveau classe de médicaments, gliflozine. Puis, on rajoute si les patients sont toujours symptomatiques de diurétiques. Et puis, ce qui est important, on parle des profils des patients, donc les traitements électriques, et tout de suite les comorbidités qui sont nécessaires pour prendre en charge. S'il s'agit de valvulopathie avec stenose aortique, la fuite mitrale, carence martiale ou fibrillation auriculaire, et tout ça avec traitement souvent invasif. Et ce qui est important aussi, à la fin, on mentionne que pour améliorer la qualité de vie des patients d'insuffisance cardiaque, donc il faut prescrire les programmes de réadaptation cardiaque et inclure les patients dans un parcours de suivi, bien évidemment, avec éducation thérapeutique. Donc pour moi, à partir d'aujourd'hui, à partir des dernières recommandations, il y a 3 piliers pour traiter les patients d'insuffisance cardiaque. Parmi ces 3 piliers, donc, il y a 4 molécules, donc les 4 fantastiques, qui doivent être présents chez chaque patient d'insuffisance cardiaque, donc ARNI ou ZIC, anti-ALDO, bêta-bloquant et gliflozine. Il faut adapter les traitements selon les profils des patients. Donc, on peut prendre les 4 composants qui sont simples: tension artérielle, fréquence cardiaque, fonction rénale, kaliémie et présence ou absence fibrillation auriculaire. Je suis désolée, il n'est pas très clair les diapos, mais je vous invite de lire ces papiers, il est très intéressant. Il vous montre comment vous pouvez adapter les traitements en gardant toutes les 4 molécules en fonction des profils des patients. Qu'est-ce qu'il faut augmenter, qu'est-ce qu'il faut diminuer pour mieux équilibrer tout ça. Et le 3e pilier, c'est optimisation rapide. On prend plus une molécule, on la titre vers la tolérance aux doses maximales, puis on prend la 2e, puis la 3e, puis la 4e, et puis ça prendre... Hop, comment je peux revenir en arrière? Ah, je ne peux plus. Ah, trop vite. Trop vite, trop vite. Donc, ce qu'il nous propose maintenant, c'est partir à l'optimisation rapide avec l'introduction. Il ne veut pas. Pourquoi il ne veut pas, je ne sais pas. Avec l'introduction rapide des 2 molécules, donc bêta-bloquant et gliflozine, d'emblée. Donc, les bêta-bloquants qui est connu pour prévenir des risques de mort subite et améliorer le remodélage du ventricule gauche. Et gliflozine qui a son effet diurétique, donc anticongestif. L'introduction d'emblée ces 2 molécules. Patrick n'est pas d'accord. Je ne vais pas revenir. Voilà. Permettre vraiment déjà avoir la bithérapie d'emblée, en sachant que gliflozine, soit ce DAPA, gliflozine, soit empagliflozine, ils ont un seul dosage. Donc, une fois que vous avez introduit, il n'y a plus de titration. Et la tolérance est excellente. Puis, 2e et 3e pas, on introduit IC ou ARNI, donc ici il privilégie ARNI, et anti-ALDO en jonglant entre les 2 molécules en fonction des profils rénaux, la tolérance rénale des patients. Donc comme ça, au bout d'un 4 semaines, vous avez quadrithérapies et puis vous adaptez les dosages en fonction des profils des patients et en fonction des tolérances. Donc tous ces traitements, bien évidemment, il a des bases scientifiques fortes. Donc je vais vous faire un tout petit rappel des gliflozine, donc les premières études d'APA-HF, qui a quand même montré la réduction de moins 26% des critères primaires composites, qui est mort cardiovasculaire, hospitalisation pour l'insuffisance cardiaque ou visite urgente pour l'insuffisance cardiaque, avec diminution de mortalité à 18% et diminution d'hospitalisation à 30%. Donc, empagliflozine avec un PRO réduit, il a eu quasiment les mêmes résultats. Les critères primaires composites, moins 25%, hospitalisation, moins 30%. Ce qui concerne les comorbidités, comme maintenant la correction des carences martiales, il figure sur les tableaux principaux de prise en charge d'insuffisance cardiaque. Donc, les nouveautés de cette année, c'est l'étude AFFIRM-HF, qui a étudié la tolérance et l'efficacité, la correction de carences martiales par carboxymaltose ferrique pendant la décompensation chez les patients bien évidemment déjà stabilisés, et qui a montré qu'il était significative, en limite des significatifs pour critères primaires, ce qui est hospitalisation, insuffisance cardiaque et mort cardiovasculaire. Donc, c'est la première étude qui s'intéressait
comment la correction de comorbidité peut agir sur la mortalité cardiovasculaire. Malheureusement, elle était limite significative pour critères composés, mais elle était très significative pour réduire l'hospitalisation, donc moins 26% hospitalisation pour l'insuffisance cardiaque. Et tout ça avec excellente tolérance. Donc, si on finit avec notre tableau principal, donc 4 molécules, optimisation rapide, profil des patients, et notre patient a toujours des symptômes, il présente toujours aggravation de la fonction cardiaque. Les recommandations, elles nous conseillent de s'adresser vers stimulateur des guanylates cyclases solubles, donc vericiguat, qui peut être introduit en plus des traitements conventionnels. Donc, ce traitement qui est pérose, qui nécessite 3 titrages, 2,5, 5 puis 10 mg, une fois par jour, il est un peu innovant parce qu'il agit sur pathophysiologie, sur la voie des NO, donc avec des effets très bénéfiques au niveau cardiaque, au niveau vasculaire et au niveau rénal. Donc, il a montré son intérêt dans la diminution des morts cardiovasculaires et hospitalisation dans l'étude Victoria HF. Ce qui est intéressant dans cette étude, c'est que les patients de Victoria, ils étaient beaucoup plus graves que les patients des autres études, malgré ce que c'est les patients qui étaient déjà traités par trithérapie. Donc, on a un taux d'NT-proBNP beaucoup plus élevé, NYHA 3, 4, 40%, donc c'est beaucoup, et finalement, les études, elle a montré son intérêt dans la réduction des critères primaires composites. Dans les dernières nouveautés d'insuffisance cardiaque, moi j'ai fini, donc, et l'étude DREAM-HF qui était présentée en AHA 2021 il y a quelques semaines, qui est malheureusement revenue négative, c'est l'étude avec le traitement des cellules souches. Et dans insuffisance cardiaque fraction d'éjection préservée, toujours pas de nouveauté, on est en stand-by pendant plusieurs années, donc il faut détecter les comorbidités, il faut donner les diurétiques, mais probablement elle a un peu d'espoir parce que les glyphosines, ils se montrent positives. Donc, étude Emperor Preserved qui a montré la réduction des critères primaires composites, moins 21%. Un peu critiqué au début parce qu'elle avait quand même des patients avec fraction d'éjection modérément réduite qui étaient inclus. Et finalement, ils ont fait un sous-analyse qui était présenté pareil il y a quelques semaines, donc avec réduction de 17% des critères primaires composites et surtout la diminution d'hospitalisation, moins 22%. Donc, maintenant, dans l'insuffisance cardiaque, vous avez les choix larges, vous avez les 4 molécules, vous avez les voies d'optimisation qui doivent être rapides, qui doivent être efficaces, surtout dans un contexte pandémique global, diminution d'accès aux soins pour certains patients. Il faut être effective, il faut être même agressive, on peut dire positivement. Et pour moi, le 4e pilier des traitements d'insuffisance cardiaque, c'est mise en place un parcours des patients. Il faut que les patients soient bien identifiés et bien entourés pendant son parcours des malades. Donc, comme ça, je vais passer la parole directe à Patrick. Il va parler des... Merci. Il a des questions. Oui, je sais qu'on est... Merci Natalia pour cette présentation très claire. Merci d'avoir tenu le timing. Et merci surtout d'être venue pendant ton congé maternité. Oui, j'ai eu une petite urgence biberon, donc désolée pour les retards. C'est pas moi. Alors, vous avez bien vu que la parité est bien respectée dans cette session. Ouais. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Alors moi j'ai une question, alors peut-être certains dans la salle ont une question importante. Moi je vais avoir une question assez basique. Pour nous les praticiens cardiologues, finalement les glyphosines c'est très récent, c'est quand même un événement qu'on peut considérer dans les 2 dernières années. Quels sont les éléments métaboliques ou en tout cas biologiques qu'il faut savoir tout de suite contrôler parce qu'au final on n'a pas tellement l'utilisation jusqu'à présent au quotidien des glyphosines. Qu'est-ce qu'on surveille? Ça veut dire que les glyphosines sont très bien tolérées sur tous les plans. Ils ont très peu d'hypotension, donc il ne faut bien sûr pas les donner aux patients qui ont moins 9 de tension, etc. Ils ont un petit impact sur la fonction rénale, mais juste au début. D'accord. Et puis, les courbes ils se décroissent très vite, donc il y a une franche amélioration de la fonction rénale aux durées de traitement. Donc, premières 3-4 semaines, on peut observer l'augmentation des créatinines autour de 30%, ce qui est tout à fait acceptable. Mais après, c'est une molécule complètement safe. Il y a même une étude d'APA-SKD qui est chez les patients d'insuffisance rénale, donc on peut donner jusqu'à clairance à 20 millilitres. Très bien. Merci beaucoup Natalia, bravo, félicitations. Oui. Et donc, Merci.
Donc, on va poursuivre cette session avec, on va parler d'organisation des soins et c'est le professeur Patrick Jourdain qui va nous décrypter le financement au parcours. Merci Patrick. Merci. Alors, financement, je ne sais pas si je vais pouvoir dire grand-chose, mais en tout cas, je vais vous parler de parcours et essayer de vous dire que le parcours, c'est maintenant et qu'il faut vraiment travailler dès à présent dans vos services pour le mettre en place. Alors voilà, j'ai la chance de passer après Natalia. Comme ça, vous aurez vu le corner Kremlin-Bicêtre qui se développe, j'allais dire, grâce au CNCH, puisqu'on a été prendre nos places au milieu du CHU. Alors, pas de conflit d'intérêt. Juste pour vous dire, d'habitude, quand on parle parcours de soins, vous avez tous une idée. Ouais. Mais ce n'est pas ça. En fait, le parcours de soins, c'est une structure sur une série de processus et de décisions qui vont être développés par les cliniciens, ça veut dire par vous, par nous, pour prendre en charge des patients à risque ou avec une insuffisance cardiaque. Et donc, en fait, ce parcours, avant d'être un financement, c'est surtout une organisation, c'est-à-dire le travail en commun de gens. Pourquoi? Parce qu'il y a plein de traitements, mais si vous ne revoyez jamais le malade, qui va les mettre? Il y a plein de surveillance, mais si vous ne voyez pas le patient, qui va la faire? Et donc, c'est ça qu'il faut bien prendre en compte. Et ces programmes, tous ces parcours dans le monde entier, c'est en fait plusieurs composantes qui vont s'additionner. Vous avez les programmes et les parcours qui vont être plutôt avec des visites à domicile. Par exemple, chez nous, c'est Prado. Vous avez ce qu'on appelle le STS, c'est le support téléphonique à distance, qui en fait peut être comme du coaching un peu à distance, comme des fois on le fait après les coronarographies, après les pauses de pacemaker. Vous avez la télésurveillance, vous avez les unités d'insuffisance cardiaque, dont je vous rappelle que les premières ont été développées largement dans le CNCH. Vous avez l'éducation thérapeutique et puis les autres, c'est-à-dire tout ce que vous pouvez faire chez vous. Après, en fait, si vous regardez le NICE, Bring Me a Care Plan, vous pouvez le télécharger comme ça sur Internet, vous voyez que finalement, dans leur Care Plan, ils ont simplement mis un élément de base, c'est voilà tout ce qu'il faut avoir au cours de votre patient, les conseils, les vaccinations, qu'est-ce qu'on fait par rapport à la contraception? Souvenez-vous, quand est-ce que vous avez parlé contraception avec vos patients la dernière fois? Eh bien, c'est très rare, trop rare. Les traitements de l'insuffisance cardiaque, et là, vous voyez qu'il y a deux choses, traiter avec l'insuffisance cardiaque préservée, réduite, traiter les hyperkaliémies, parce qu'en Angleterre, ils travaillent beaucoup avec le côté pâture-mère, le suivi, la réadaptation, les soins palliatifs, avec quand même l'histoire un peu bizarre de la réadaptation juste avant les soins palliatifs. Et surtout, il vous explique ainsi tout ce qu'il faut faire, élément par élément, non pas en vous disant comment le faire, mais en vous disant quel est l'objectif. L'objectif, c'est que nos patients aient accès au traitement, ils aient accès à une surveillance, ils aient accès à l'éducation. Que vous le fassiez avec une infirmière, une aide-soignante, 2 infirmières, 10 personnes, ce n'est pas le problème. Ça, vous êtes les meilleurs pour savoir quoi faire chez vous. Et vous avez vu que ce qui va être très important, c'est de phénotyper les patients et leur suivi. Qu'est-ce que chez vous, vous pouvez faire? Non pas en disant j'ai besoin d'une consulte, mais surtout, qu'est-ce que je vais y faire? Comment le patient va s'améliorer? Est-ce que j'ai parlé nutrition? Est-ce que j'ai regardé ses examens? Quelles sont les médications que j'ai mis en place? Est-ce qu'il fait de l'activité physique? Un élément très simple, regardez, on a fait le test de marche de 6 minutes. Eh bien, on voit bien que le test de marche de 6 minutes, dans une consultation, ce n'est pas possible. Donc nous, on est en train de passer à l'analyse des tests de levée de chaise. Alors ça fait paraître peut-être un peu stupide, mais maintenant, on travaille beaucoup pour voir si ça nous donne les mêmes infos que le test de marche de 6 minutes. Et là, on est dans le parcours. Alors, l'analyse de parcours, c'est ça qui est important parce que c'est ce que vont faire les pouvoirs publics à notre place. Et là, regardez, en fait, ça, c'est un travail qui a été fait en Italie, c'était avant la crise Covid. Ils ont pris tous les gens qui avaient été hospitalisés entre 2014 et 2016 et ils avaient regardé en disant chaque patient va être associé à un médecin généraliste et on va regarder le généraliste vers quel hôpital il envoie. Et avec ça, on va faire des groupes de gens qui ont à peu près les mêmes destinées. Qu'est-ce qu'ils voient? Eh bien, regardez, ici, c'est le pourcentage de patients avec, ils sont tous insuffisants cardiaques, au moins une visite cardiologique dans l'année qui suit l'hospitalisation. Dans certains groupes de médecins, on passe à 28% de visites versus, vous voyez, quasiment 90%. Ici, c'est le pourcentage de patients avec 2 prescriptions de bêta-bloquants dans l'année. Alors, c'est là-bas des prescriptions pour 6 mois, mais regardez, il y a des hôpitaux, même type de patients, 44%, d'autres c'est 90%. Vous imaginez, moi je suis suivi là, je suis content, je suis suivi là, je n'ai pas à être content, je suis mort. Et quand vous regardez, cette comparaison, elle est très simple. Alors vous voyez, c'est bien parce que ce n'est pas dans le même ordre que tout à l'heure. Eh bien, vous voyez que le taux de réhospitalisation, là c'est la mortalité, à 30 jours, ajusté à tous les éléments cliniques habituels. Eh bien, cette mortalité de 3,6 à 16,8.
Vous me direz, oui, mais ça, c'est les Italiens. Eh bien, en France, on a une différence de plus de 70% à patients comparables entre certains établissements, même dans la même région. Dans la même région. Et vous voyez que ce qu'ils font en Italie, c'est que groupe hospitalier par groupe hospitalier, c'est-à-dire c'est un groupe hospitalier plus les généralistes du coin, ils regardent l'évolution des traitements, est-ce qu'on dose les NT-proBNP, est-ce qu'on fait des échographies, et là on fait le outcome. Et vous voyez qu'il faut mieux être pris ici, où vous voyez que par rapport à la médiane de la région, on est plutôt dans le vert foncé, plutôt que d'être dans ce coin-là, où vous voyez que pour la médiane de la région, on n'est pas bon. Et en fait, il n'y a pas de surprise. Quand les patients meurent plus, en général, ce n'est pas qu'on a des patients plus graves, ceux qui sont moins bien pris en charge. Alors, au-delà de ça, ce qu'il faut voir, c'est que les patients, ils ont besoin d'un cardiologue. On ne le dira jamais assez. Et ça, c'est un travail qui a été fait par nos amis canadiens, où ils prennent tous les gens qui sont dans l'hôpital et on regarde qui a vu un cardiologue versus qui ne l'a pas vu, c'est-à-dire qui a été adressé. Et on voit qu'il y a une différence qui est importante, c'est-à-dire que nous, cardiologues, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on a des patients qui restent graves, mais regardez, celui qui ne voit pas de cardiologue, le pourcentage de passage aux urgences en une année, c'est 80% au Canada, versus 38% quand il voit un cardiologue. Il n'y a pas photo. En fait, quand on n'envoie pas au cardiologue, c'est qu'on envoie le patient nulle part. Et c'est ça la vraie vérité de l'ensemble. Et vous voyez qu'ici, en fait, ce que montrent ces graphiques, ça, c'est votre survie. Ça, c'est quand vous voyez cardiologue et généraliste. Là, c'est quand vous voyez que généraliste. Là, c'est quand vous voyez pas le cardiologue du tout. Vous voyez que là, vous êtes en noir et c'est souvent le bout du voyage. Alors, la multidisciplinarité, ouf, a du bon. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans cette étude, qui est une méta-analyse de toutes les études sur les parcours de soins, en fait, il n'y a pas de chose optimale. Ce qui est important, très clairement, c'est de se dire que sur la mortalité ou sur les réadmissions, ça ne va pas être les mêmes effets. Mais sur les réadmissions, ce qui marche bien, c'est le programme de visite à domicile. Et ce qui marche bien, c'est la télésurveillance et surtout les appels réguliers aux patients, ce qu'on appelle maintenant le FIGITAL, le physique plus le digital. Alors au-delà de ça, juste pour vous dire que ça marche, et vous pouvez regarder qu'il y a eu plein d'études de fait, je passe vite, et que finalement la chose importante, c'est se dire quelles sont les bonnes questions à se poser. C'est simple, c'est de la part du patient, comment les patients voient ce système, est-ce qu'ils sont contents, pas contents? Faites une petite urne où les patients vont vous dire je suis content ou c'est le bordel. Parce que quand c'est le bordel, on n'y revient pas. Regardez en interne, en quoi on excelle. Est-ce que nos patients sont mieux traités qu'ailleurs? Ou ils sont traités comme on devrait? Il est sorti, il reviendra. Et puis, tout ça, ça vous permet de faire deux choses. D'une part, l'innovation et l'amélioration des éléments en continu. Et je crois que ça a été le but du CNCH depuis le début, c'est d'arriver à nous aider tous à mieux faire au quotidien. On n'aura pas les moyens qu'on mériterait, mais au moins avec ce qu'on a, on tire le maximum. Et ce qui est important, c'est qu'on arrive en haut de la pyramide à dire, finalement, si vous pariez sur nous, ça sauvera des vies. Et c'est ça qui est important, et c'est ce qu'on appelle le bénéfice pour la communauté. Et ça, bien sûr, c'est très canadien. Alors, au-delà de ça, j'ai voulu juste dire un truc, c'est qu'on se dit toujours, il faut voir un rendez-vous précoce avec le cardiologue, et on dit « Tu n'as pas vu le patient à 7 jours, mais c'est grave, mon Dieu !» Eh bien, en fait, ce qui est montré dans cette étude qui est très intéressante, c'est que, finalement, ce qui va être extrêmement important, c'est bien sûr de voir le patient ici, c'est le pourcentage de visites précoces, c'est-à-dire en gros dans les 15 premiers jours. Eh bien, plus vous avez de visites précoces, moins vous avez d'événements, mais en fait, le cardiologue, que ce soit un cardiologue généraliste, c'est pareil. Donc, appuyons-nous sur les généralistes pour faire la première visite précoce post-sortie, et nous, on les verra en hôpital de jour, et nous, on les verra pour optimiser les traitements. Ne faisons pas tout porter par le cardiologue, nous ne pourrons pas. Et deuxièmement, l'évolution de fond au niveau de l'État comme ailleurs, c'est que l'insuffisance cardiaque, c'est beaucoup le travail du non-cardiologue. Alors, je vous mets juste un petit mot sur ce qu'on a travaillé avec la Fédération hospitalière de France, vous en entendrez parler, c'est ce qu'on appelle la responsabilité populationnelle. Alors, ça aussi, ça fait très langage woke, mais c'est très important. C'est que vous savez que l'insuffisance cardiaque, c'est qu'on se focalise sur le soin aigu, mais on ne fait pas de prévention. Ou alors, on fait de la prévention chez tout le monde, donc on vous demande une écho pour tous les hypertendus, une écho pour tous les diabétiques, une écho pour tous les sclérodermiques, une écho pour tout le monde, et on n'arrive plus à faire des vrais échos pour les gens qui ont besoin. Et donc, l'idée, c'est de faire un rôle pour la prévention avec des classifications qui, pour l'instant, sont fonctionnelles, mais qu'il faut essayer d'améliorer. L'objectif, c'est de faire un système de caractérisation des patients, non pas sur leur clinique, mais sur leur comorbidité, basé sur le PMSI international. Et donc, on a fait un travail sur tous les patients hospitalisés pendant plusieurs années,
Et on vous a mis un petit élément avec des critères retenus dans un score et qui vous permet de déterminer combien le patient va coûter, en fait, dans sa classe. Alors, vous avez plusieurs strates. La strate 0, c'est les patients à risque de développer de l'insuffisance cardiaque. Plus de 40 ans, facteurs de risque, généraux, spécifiques, terrain à risque. Ces patients-là, vous devez les revoir et faire une politique de prévention avec vos médecins généralistes. Le calcul, il est très simple pour après voir les scores. On a fait un poids relatif pour chaque item. Et avec ça, vous pouvez déterminer des patients, par exemple ici la strate 5, insuffisance cardiaque complexe, c'est un patient de plus de 18 ans en attente de greffe ou surrestante ou insuffisance rénale grade 5. Et en dessous, vous arrivez à faire 4 autres groupes. Et ça, c'est très important parce que ça vous permet de suivre chez vous comment, grâce à votre prise en charge, au-delà de la morbimortalité, vous avez évité que le patient progresse. Parce qu'un patient que vous ne suivez pas, il va passer de la strate 1 à la 2, à la 3, à la 4. Et le but de tout ça, c'est finalement d'identifier ce qu'on a. Et regardez, nous d'habitude, on va se focaliser sur les patients. Ici, c'est 0,05% de la population, 3% des insuffisants cardiaques. Et tous les autres, c'est les généralistes qui les voient. Or, nous, ce qui est important, c'est qu'on puisse focaliser sur ces patients-là. Alors, tout ça pour vous dire que ce modèle est utilisé en Irlande et qui va être mis en place par la Fédération hospitalière de France dans 5 petits territoires avec, en fait, des recommandations telles que vous les connaissez et qui précisent le rôle du gériatre, le rôle du cardiologue. Et vous avez vu que ça fait une avalanche de tableaux, une avalanche de logigrammes, et il y en a partout, et on finit par plus rien comprendre de tout ce qu'on fait. Mais par contre, c'est intéressant pour nous parce que ça nous permet de suivre nos actions de prévention et de prise en charge. En conclusion, un parcours, c'est du intra-hôpital et du ville-hôpital. Ne pensons pas en cardiologue, pensons aux cliniciens. Le généraliste, il est très bon pour ausculter nos malades. Les infirmières sont nos alliés, bien sûr, mais les patients aussi. Et si nous ne nous battons pas sur cet aspect des parcours maintenant, nous serons financièrement étranglés pour moins de qualité, parce qu'au lieu de nous dire « voilà ce que vous devez faire pour vos patients », on va vous dire « il va falloir emmancher les actes comme nous le faisons dans les hôpitaux de jour ». Et il y a les moyens, bien sûr, mais surtout l'organisation et l'optimisation organisationnelle, c'est maintenant qu'il faut s'y atteler. Je vous remercie. Magnifique. Bravo, Patrick. Bravo, Patrick, pour cette présentation toujours brillante. Tu as parlé des infirmières qui sont nos alliés. Tu penses que les nouveaux métiers vont nous aider à bien gérer l'insuffisance cardiaque? Moi, je pense que la vraie question, c'est qu'une infirmière bien motivée va toujours nous aider à gérer l'insuffisance cardiaque. La vraie question, c'est de savoir est-ce qu'on fait à la française, c'est-à-dire avec un circuit de formation très long. Nous, par exemple, on a une infirmière qui fait très bien l'insuffisance cardiaque et elle suit les recommandations mieux que moi. Simplement, je suis obligé d'attendre 2 ans pour qu'elle puisse avoir ce rôle-là, parce qu'il lui faut le diplôme machin, le diplôme truc, le diplôme chose, le diplôme truc muche. Et à la fin, elle aura le diplôme truc muche, mais elle n'aura pas un copec de plus. Et donc, ça pose une vraie question. Et en fait, ce qui va être important, c'est de raisonner en termes d'équipe, en ville comme à l'hôpital. Et je crois que ce qui va être important, c'est qu'on aille, nous, former les infirmières dans les CPTS. Je crois que c'est ça qui va être important pour qu'on puisse avoir des relais en ville de ce qu'on fait. Bon, écoute, cette réponse est magnifique parce que ça éclate et ça poursuit bien le sujet, parce que ce que va nous présenter Jean-Michel Tartière, c'est exactement ça, c'est éclater l'hôpital, aller sur la région. C'est-à-dire qu'en fait, ce n'est pas le traitement uniquement de l'insuffisance cardiaque à l'hôpital, mais c'est un modèle tout à fait innovant. À toi, Jean-Michel. Eh bien, merci. Donc, normalement, les diapos vont devoir être... oui, c'est ça, ça fonctionne. Donc, on va effectivement prendre un exemple de parcours de soins tel qu'on l'a développé sur Toulon, et on part de quelques considérations générales, mais qu'il est bon de rappeler. L'insuffisance cardiaque, ce n'est pas un épiphénomène, on le sait tous ici, 1,5 million de patients. On est clairement sur une pathologie du sujet âgé, donc si on ne veut pas faire de gériatrie et qu'on veut faire de l'insuffisance cardiaque, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. L'âge médian est à 81 ans en France. On a chaque 3 minutes une hospitalisation en France. Une hospitalisation pour 3 minutes. Faites le calcul pendant ce topo, combien d'hospitalisations, et un décès toutes les 7 minutes. Donc il y a un impact majeur sur le secteur hospitalier, il y a un impact majeur également sur ces patients. Ça coûte 1 milliard, 2,8 milliards en tout et 1 milliard rien que pour l'hôpital. Et nous, au CNCH, je pense qu'on doit être sensibilisés pour ça.
Et le recours hospitalier, on le sait, en France, par rapport aux autres pays de l'OCDE, on est les champions de l'hospitalisation. C'est-à-dire qu'on a un taux d'hospitalisation et d'utilisation de l'hôpital qui est largement au-dessus de la moyenne, dont dans la moyenne nos voisins immédiats. Finalement, beaucoup d'instances considèrent qu'à peu près 80% des hospitalisations pour insuffisance cardiaque sont dans la réalité évitables. Et donc, on doit se poser la question de faire autrement. Et nous sommes partis de notre côté sur une constatation simple. On a des manières assez simples et fiables d'évaluer finalement nos patients. Et on sait que par cette classification, qui est la classification de Stevenson, eh bien, il y a une grosse partie de nos patients, les warm and wet, donc ces patients qui ne sont pas en état de choc et qui sont congestifs, c'est ceux qu'on voit tout le temps dans nos services. Et en fait, ces patients, ils ont deux particularités. La première particularité dans cette étude ici espagnole sur 41 services d'admission d'urgence, eh bien, ils ont la première particularité d'être extrêmement majoritaires. 76% des insuffisants cardiaques aigus sont ces warm and wet, donc des patients congestifs, mais pas du tout en état de choc. Et la deuxième particularité, c'est que finalement, en termes de pronostic, ils sont assez peu différents des patients qu'on considère comme équilibrés. On ne peut pas dire qu'ils ont un bon pronostic, certes pas, mais finalement, ils ne sont pas différents statistiquement de nos patients qui sont équilibrés, alors qu'ils sont très différents des patients en état de choc qui, eux, sont minoritaires. Donc, finalement, pourquoi garder ces patients à l'hôpital, voire même pourquoi hospitaliser ces patients? L'important est de diminuer la congestion et pas absolument d'hospitaliser ces patients. Et finalement, si on doit penser à une prise en charge, la logique est de réserver l'hôpital aux patients qui ont un pronostic sévère avec une technicité nécessaire qui sera mise à leur disposition. Et pour les autres patients, eh bien, on peut faire autrement. Et autrement, ça peut être particulièrement l'hospitalisation à domicile. Alors, l'hospitalisation à domicile, c'est effectivement sur la piste sur laquelle nous sommes partis. Et nous avons développé à partir de 2018 un système de prise en charge qui, au tout début, est parti du patient hospitalisé avec comme petits éléments dans la bibliographie, je vous le donne en mille, il y a toute la biblio disponible ici, avec 4 articles dont une méta-analyse. Vous avez la biblio de l'HAD dans l'insuffisance cardiaque chronique, enfin aiguë exactement. Donc, une expérience, somme toute, assez limitée mondiale et plutôt ancienne. Et quand on lit les articles, on voit qu'ils s'y sont frottés, ça a été très compliqué, ils ont laissé tomber. Donc, en écoutant que notre courage, nous sommes partis malgré tout sur cette optique, mais avec l'idée qu'avant de se lancer, il fallait quand même beaucoup s'organiser. Finalement, comment les choses se sont passées? Eh bien, en premier, nous avons défini comment générer une alerte pour nos patients. Et tout patient qui entre dans notre centre hospitalier, je ne dis pas en cardiologie, mais dans notre centre hospitalier, est immédiatement repéré avec une alerte systématique qui est envoyée à la cellule Phileas avec l'ensemble des acteurs, infirmiers et médecins qui reçoivent cette alerte. Cette alerte arrive par mail avec l'identité du patient et sa situation géographique. À ce moment-là, nous avons 24-48 heures pour évaluer le patient pendant la phase de sécurisation. Et bien entendu, l'hôpital sait faire ça. L'hôpital sait sécuriser un patient. Pas de problème. Pendant cette phase de sécurisation, qu'est-ce que fait Phileas? Eh bien, nous appliquons des grilles d'évaluation systématiques qui sont des checklists avec des grilles d'évaluation cardiologiques, mais également des grilles d'évaluation gériatriques et sociales. En gros, nous sommes là pour repérer la fragilité du patient. À ce moment-là, nous mettons en place les solutions nécessaires, gériatriques, sociales, pour faire en sorte que le patient soit potentiellement transférable sur une hospitalisation à domicile. Mais s'il advient que cela n'est pas possible, pour les mêmes raisons sociales et gériatriques, finalement, ça n'est pas grave, puisque nous avons fait l'état des lieux et le bilan des fragilités dès l'entrée du patient dans le service et non à la fin, la veille de la sortie.
Et donc, à peu près une fois sur deux, le patient peut effectivement être transféré sur une hospitalisation à domicile où l'équipe Phileas continue à assurer une visite finalement et à suivre le patient quotidiennement pendant cette phase d'équilibration d'une dizaine de jours avec l'ensemble des infirmières libérales habituelles des patients. Nous ne changeons pas bien sûr l'équipe. Et au bout de cette dizaine de jours, eh bien, nous mettons en place, mais nous l'avons prévu, une consultation de clôture ou selon les besoins un hôpital de jour ou une hospitalisation programmée, mais nous effectuons le petit tour de magie de transformer quelque chose d'improgrammable en quelque chose de parfaitement programmable et court. Et nous effectuons cette consultation de clôture avec eh bien, un projet de soins qui se veut sur la cardiologie, un projet de soins qui se veut sur les autres spécialités, mais également sur le plan vaccinal. Et nous mettons assez souvent en place un système de télésurveillance pour assurer la pérennité du résultat obtenu sur les 6 mois à venir. Finalement, pendant ces 10 jours, notre action, et il faut revenir dessus, et c'est là où on ne peut pas se lancer comme ça sur une prise en charge en HAD, c'est bien l'équipe cardiologique spécialisée qui gère le patient pendant son hospitalisation à domicile. Et nous avons mis en place, donc, à l'aide d'un dossier dématérialisé, eh bien, des protocoles de prise en charge avec un suivi qui est protocolisé par les infirmières libérales, avec un suivi médical cardiologique quotidien. Donc tous les jours, nous faisons une visite, mais nous faisons une visite dématérialisée. Nous ne voyons pas directement le patient, nous voyons le résultat de nos questionnements, des bilans biologiques, des électrocardiogrammes faits au domicile. Et bien entendu, ça a nécessité la mise en place d'une astreinte cardiologique pour répondre aux problématiques de week-end et de fériés. Et comme toutes les HAD, nous avons là, en présentiel, une infirmière qui est mobilisable en permanence. Mais ça, c'est vraiment le personnel de l'hospitalisation à domicile et c'est une obligation légale de toutes les manières. Où en sommes-nous actuellement? Eh bien, je vous donne les résultats là, de notre prise en charge finalement au 3e trimestre 2021. Et je dirais que nous tenons nos engagements sur 462 patients qui ont été pris en charge actuellement, avec une moyenne d'âge de 81 ans et demi. 81 ans et demi. Donc, c'est des vrais insuffisants cardiaques, ceux-là. Hein. Ils ne mentent pas, c'est des vrais insuffisants cardiaques, très âgés. Et bien, malgré cette moyenne d'âge, un BNP, vous voyez, à 8300. Malgré cette moyenne d'âge, la DMS de nos patients est de 3 jours et demi. On bat tous les records. 3 jours et demi de DMS. Et petit à petit, vous voyez sur le schéma en haut à droite, nous étions en bleu sur une prise en charge purement cardiologique, puis nous avons glissé en rose sur une prise en charge extra-cardiologique, puis en vert sur un hôpital adjacent, qui est l'hôpital de la Seine, puis en orange, nous débutons sur un hôpital militaire qui n'a aucun rapport avec nous. Mais finalement, nous proposons notre filière à l'ensemble du territoire. Quel est le résultat de tout ça? Eh bien, une fois parti à domicile, notre patient se retrouve dans une bulle, dans un espèce de cocon, un cocon souvent de télésurveillance. Et l'équipe Phileas est là pour redistribuer les rôles à chaque praticien, mais à chaque fois, la question posée est une question qui est nuancée, qui fait l'objet d'une discussion. Et donc, on attend un résultat concret et on peut vérifier la présence du résultat. On peut bien entendu remettre en route une hospitalisation à domicile ou une consultation en hôpital de jour, mais on fait tout pour ne pas avoir à retourner à l'hôpital et on fait tout pour ne pas avoir à retourner au service d'admission des urgences. Nous installons actuellement cette filière bien sur l'ensemble d'un département, avec un essai clinique randomisé qui est en cours. Nous avons un développement sur le groupement hospitalier de territoire. Et bien sûr, les premiers partenaires sur ce groupement hospitalier de territoire, c'est l'ensemble des communautés professionnelles, CCPTS, de même que l'HAD pour le volant hospitalisation à domicile. Ça nécessite, vous en doutez bien, le développement d'outils techniques numériques extrêmement poussés
Et un certain nombre de sociétés nous aident pour ça, mais les grades aussi au niveau institutionnel nous aident. Et l'idée, c'est d'emblée d'avoir des extensions sur d'autres pathologies chroniques, l'insuffisance rénale, l'insuffisance respiratoire, le diabète. Et nous avons déjà commencé des systèmes de télésurveillance mixtes, insuffisance cardiaque et diabète, qui, je pense, vont beaucoup progresser. Finalement, pour conclure, la majorité des patients en insuffisance cardiaque peuvent justifier d'une prise en charge en HAD précoce s'ils passent le filtre gériatrique et social. Filias, ça permet clairement une réduction de la DMS dans le MCO. Et il y a un mode de prise en charge qui est totalement inconnu, même des HAD, qui est le mode de prise en charge numéro 8, qui n'est pas utilisé actuellement et qui permet aux HAD d'avoir un financement pour ce type de patients qui, la plupart du temps, n'ont pas de perfusion. Le modèle économique, il est avant tout basé sur l'autofinancement, et ça plaît beaucoup, parce que finalement, le simple fait de baisser la durée moyenne de séjour fait économiser beaucoup d'argent, et on transforme comme par magie cette prise en charge en ambulatoire. Et nous allons, avant les résultats d'essais cliniques, avoir un registre qui va pouvoir être publié, j'espère rapidement, pour donner des prémices sur ces résultats en termes de morbimortalité. Je vous remercie. Bravo. Est-ce que parmi les présents, les participants, certains veulent poser une question sur l'ensemble des présentations, ou particulièrement à Jean-Michel Tartière, qui a vraiment un modèle, moi je trouve très intéressant, qui s'étend tout de suite au territoire et qui est assez facile à comprendre. Et moi je pense que les autorités et les tutelles devraient quand même écouter et regarder ton modèle. Alors, il commence seulement à écouter et regarder, mais je me souviens avec une désagréable émotion des premiers rendez-vous à l'ARS en 2019, où on avait que finalement deux réactions. La première, c'est mais si vous les mettez dehors, pourquoi vous les gardiez avant? Bon, ok, très bien. Et, mais alors, vous faites de la concurrence à Prado. Prado, je le rappelle, c'est un passage infirmier pour faire de l'éducation thérapeutique à domicile Ça dure une fois par semaine. Ça dure 3 mois. Ça n'a aucun rapport avec une hospitalisation à domicile. Mais ça montre la méconnaissance. Et effectivement, maintenant, ils commencent à comprendre les enjeux et surtout le potentiel de développement de ce type de filière. Bravo. Jean-Michel, Pas de remarque, oui. Juste combien de médecins dans l'équipe? Alors, surtout combien d'infirmières? On a donc 2 infirmières qui ne sont pas tout à fait à temps plein malheureusement, mais 2 infirmières. Et des médecins, la réalité c'est qu'actuellement nous n'avons pas de temps dédié pour cela. On est en cours de négociation, mais pour l'instant il n'y a pas de temps dédié. Et quand on dit, eh bien, mais on vous fait faire des économies, voire on vous fait faire du bénéfice, la réaction des tutelles c'est génial, continuez. Merci. Bon. Merci beaucoup tous à votre présence. C'était vraiment un mot intéressant pour moi. Il y a beaucoup de choses innovantes dans ce traitement de l'insuffisance cardiaque qui a progressé de façon considérable. Merci à tous. Merci aux orateurs, merci au public.